Hey, salut, c'est Tonton Hunter. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Underrated parce que je vous ai fait encore une petite sélection maison. J'ai des choses à partager avec vous et des groupes bien sous-estimés que j'aimerais mettre un petit peu plus en lumière. Allez, on s'y met tout de suite. Hop, vous le voyez sûrement, il y a beaucoup plus de lumière que d'habitude. On vient de passer à la nouvelle dimension, à la 4K. Ça y est, maintenant on joue dans la cour des grands ou presque, parce que évidemment on sait encore qu'on débute. Hein, ça fait qu'un an et demi. D'ailleurs, merci à tous de suivre un petit peu cette chaîne. Ça fait plaisir de voir que on est plus de 2500 maintenant. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à rejoindre la commu. Ça fait plaisir de pouvoir passer du temps ensemble, pouvoir échanger, que ce soit un MP sur YouTube en commentaire ou alors tout simplement sur les réseaux Insta et Facebook. Voilà, vous savez que c'est un format qui me tient à cœur, Underrated, tout simplement pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir parler de groupes qui m'ont marqué, groupes que j'ai découverts par-ci par-là des fois, ou tout simplement des copains qui m'ont parlé d'un groupe que j'ai creusé un petit peu l'histoire, ou des groupes un peu oubliés, des vieux groupes qui ont eu une période dorée vraiment de gloire et tout, et qui sont passés un peu à la trappe dans l'histoire du rock and roll pour plein de raisons différentes. Donc c'est un format que j'aime bien. Je sais que c'est pas le format qui marche le plus sur la chaîne, et puis souvent on est démonétisé à mort parce que j'aime bien rajouter des petits lives et tout pour que vous fassiez aussi une idée. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Encore une fois, on vient de changer de matos, donc de caméra et de micro. J'espère que cette nouvelle configuration sera chouette. Je sais même pas ce qu'on voit dans le cadre parce que la caméra est là-bas au loin, oulala, elle est vers l'horizon. Donc on verra si tout se passe bien. L'histoire nous le dira. Vous verrez, il y aura encore une ou deux vidéos tournées à l'ancienne parce que je le sors pas forcément dans l'ordre. Donc ne vous habituez pas tout de suite, c'est aussi un test, ça me permet un peu de voir un petit peu où on en est et si c'est utilisable en l'état. Parce que pour tout vous dire, la caméra tient sur un tabouret qui bouge un petit peu. Enfin, vous savez bien, le tonton toujours à l'ancienne. Voilà, on se prend pas la tête. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vous ai gardé, il me semble, 4 groupes dont j'aimerais vous parler. J'ai essayé de varier les styles comme d'habitude. En même temps ça doit être le 3 ou 4e épisode de la série seulement, mais j'essaie de finir avec un groupe d'extrêmes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de followers sur la chaîne qui aimaient bien le death, le black, le trash, etc. Donc ça me fait plaisir aussi de parler de groupes un peu plus extrême metal et tout. Certains d'entre vous sont pas du tout dans ce délire-là, mais j'ai aussi eu des retours qui disaient justement que ça leur donnait des idées de nouvelles écoutes, d'aller sortir un peu dans leur zone de confort d'auditeur. Et puis c'est toujours agréable de découvrir des choses. Moi perso, ça me dérange pas d'écouter à la fois du B.B. King, du Clapton, et après écouter du Watain, et puis enchaîner avec du Anthrax, du Whiplash ou du Sodom, donc voilà. On va commencer tout de suite par un groupe suédois. Vous savez bien que quand il est question de heavy metal, etc., c'est quand même une des terres patries du milieu. Donc un groupe que j'adore, que j'ai découvert, qui a été vraiment l'album que je vais vous montrer, c'est vraiment mon album coup de cœur de 2020, donc ça fait déjà 6 ans. Je vous le mets là, je vous mettrai évidemment des inserts parce que voilà. La pochette est magnifique en plus. Le groupe s'appelle Sorcerer. Alors je sais pas si c'est un lien avec The Witcher ou pas, puisque c'est quand même, il me semble que c'est comme ça qu'il est appelé dans la série VF, le Sorcereur ou quelque chose comme ça. Ça me fait toujours marrer d'ailleurs. C'est un groupe que j'ai vraiment suradoré dès que je l'ai découvert. On est dans un univers un petit peu doom, épique. Ils se décrivent comme de l'heavy epic doom, mais plutôt epic doom. En gros, quand même des racines avec Candlemas, etc. Donc des riffs assez lourds, mais en même temps beaucoup de mélodies et un chanteur avec une voix exceptionnelle.
exceptionnel. Alors si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai mis quelques petites notes, parce que c'est surtout pour les noms ou pour les dates, parce que pour le reste, c'est plus une question de vous donner mes impressions et les émotions que j'ai, entre guillemets, en écoutant ces bons disques. Celui-là avait été une rude claque, ça avait été une année un peu... il me semble que 2020, ça avait été un peu light pour moi, et donc quand j'étais tombé là-dessus, bah, je n'attendais plus le miracle, et le miracle a quand même eu lieu. Donc c'était cool, je vous l'ai dit, donc ça a été formé en 88 en Suède, et en fait ils ont eu 2 parties de carrière. Entre 88 et 92, bah, ça a été leur début, entre guillemets, mais vu que ils provenaient aussi d'une scène suédoise qui était en plein boom, etc., ils ont fait des dates de fou alors qu'ils venaient de commencer. Ils ont joué quand même avec Untombed, avec Contraven et tout, donc quand même des gros piliers de la scène suédoise, avec Therion, qui est un groupe qui a aussi cette notoriété assez cool de goth metal, qu'on a vachement oublié. Ce serait aussi intéressant de revoir un petit peu d'anciens albums de Therion et tout. Je sais que la mode du goth est un peu passée, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, tout ce qui est Moonspell, etc. Il y a des choses très très intéressantes à voir, et puis c'est aussi des ambiances. C'est vraiment une question parfois un peu ambiante, un peu goth, un peu vraiment de l'ambiance. On essaie de transporter dans des univers, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc comme je vous dis, donc de 88 à 92, gros boom pour eux, et pourtant ça split en 92, parce qu'en fait, bah, ils sont tellement entre guillemets bons qu'ils sont recrutés dans plein d'autres groupes. Il y en a un qui va être un des membres, bah, pas fondateur, mais en tout cas un des membres très importants du groupe Tiamat, pareil, beaucoup de mélodies, beaucoup d'ambiance, etc. Et puis Solitude à Eternus, un gros groupe suédois aussi, qui tourne encore, il me semble encore actuellement, à vérifier. Je vous mettrai un petit insert si c'est pas le cas. C'est bah, le milieu, on sent que tout le monde a les mêmes vibes heavy metal. Ils ont été élevés à Rainbow, à Black Sabbath, à Maiden, etc. D'ailleurs, c'est toujours marrant de voir des groupes un peu extrêmes. Ce sera le cas pour le dernier groupe. Vous voyez, ça a l'air d'être des gros méchants avec des corpse paint et tout. Puis en fait, vous les voyez se balader en t-shirt Maiden. Et en fait, c'est aussi des fanboys comme nous. donc j'aime bien un petit peu ces décalages. Le fait que ce soit des fans de Rainbow, vous allez voir, ça va s'entendre et se voir un peu partout dans leur carrière, parce que ils ont proposé plusieurs reprises de ce groupe, notamment Stargazer, qui est une chanson incroyable. Et je vous invite à aller chercher leur reprise qui est vraiment sympa et assez originale sur le net, tout simplement. Donc le chanteur va faire les 2 périodes du groupe. Donc comme je vous ai dit, ça se splittait en 92 et en fait ça va se reformer en 2010. Pourquoi ça va se reformer? Bah c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez nos amis teutons, puisque pour des festivals en Allemagne, ils ont tendance à aller chercher des vieux groupes, des vieilles gloires entre guillemets, et leur demander de se reformer. Et on a eu plein de reformations plus ou moins réussies avec ce procédé. Là, je l'avais noté, je crois que c'est le Hammer of Doom ou quelque chose comme ça, oui, Hammer of Doom en Allemagne. Donc, bon, bah, sommité évidemment, c'est le style est dans le nom. Forcément beaucoup d'heavy, beaucoup de doom. C'est quelque chose que j'ai vachement bien aimé. Petite anecdote sympa, c'est quand ils se sont reformés en 2010, ils ont été chercher un autre Suédois que l'on connaît bien maintenant, puisque c'est Ola Englund qui a tenu la guitare de 2010 à 2012. Donc ça vous donne un peu une idée du style. Et puis en fait après il est reparti en 2012 parce que bah, il est allé faire pas mal de live avec Six Feet Under à l'époque, donc avec les membres réminiscents de Cannibal Corpse, etc. Il était un peu plus dans la violence probablement. Le côté mélodique devait sûrement lui plaire, parce qu'à la guitare il y a vraiment plein de chouettes plans, mais peut-être qu'il aspirait un peu plus de violence à l'époque. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours eu le même chanteur, c'est le seul membre fondateur restant, donc il était là pendant la période des années 80-90 et il est toujours là de nos jours. Donc alors je vais essayer de pas écorcher son nom, mais je ne promets rien, Anders Ungberg. Donc il a vraiment une voix qui fait la patte du groupe pour moi. Il a vraiment ce côté mélodique, bah comme je vous dis, le côté Rainbow est un petit peu là dans le sens de la mélodie, des envolées, etc. Et en même temps, je sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes familier, mais d'ailleurs je vous encourage à le faire encore. Là ce serait quand même con de faire un underrated et de mettre Black Sabbath, mais en tout cas essayez d'aller choper les albums de Black Sabbath, période où le chanteur était Tony Martin. C'est très très différent des autres vibes, bah forcément d'Ozzy et de Dio, mais je trouve que c'est une période ultra sous-estimée. J'adore l'album Cross Purpose qui est fantastique. Il y a des compos de dingue, et je trouve que c'est un peu un oublié de l'histoire. Pareil, bah en même temps quand tu passes après Ozzy et Dio c'est un petit peu logique, mais pourtant Dieu sait qu'il a pas ménagé ses efforts et il avait une voix incroyable. Et ben le bon Anders de Sorcerer, il a vraiment cette vibe à la Tony Martin, une voix un peu mystérieuse comme ça, et qui va pas forcément que dans les aigus, mais tu sens qu'il raconte des histoires. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Donc moi j'ai découvert avec cet album Lamenting of the Innocents, qui est pour moi l'album où ils ont explosé. Après avoir fait quelques petites recherches, donc là pareil je regarde mes notes, mais ils avaient déjà donc reformation 2010, ils sortent en 2015 le premier album depuis leur formation qui est In the Shadow of the Inverted Cross. Pour moi sympa, mais on sent que la prod est pas encore au niveau du talent du groupe. Après bon bah c'est 2015, ça fait que 5 ans qu'ils se sont reformés, ils ont déjà fait des belles scènes, mais bon l'étincelle de génie est pas encore tout à fait là. Elle va arriver pour moi 2017, là on a vraiment mis un pied dedans avec Crowning of the Fire King, qui est pour moi vraiment l'album de la renaissance. Pourtant elle intervient 7 ans après leur formation, mais là vous avez, ça y est, ils ont mis le doigt là où il fallait aller. Ils sont en pleine période avec une grosse inspi. Je crois qu'ils changent de bassiste aussi également, qui était quelqu'un qui était assez important dans le groupe. Des fois un petit peu de sang neuf, ça fait aussi du bien niveau compo et tout. Là c'est totalement le cas. Donc en 2020 ils nous sortent ça. Pour moi vraiment une bible du heavy mélodique, hein, parce qu'il y a des passages vraiment plus heavy que Doom. D'ailleurs, marque assez typique du style, beaucoup de solos de guitare à 2 guitares avec des harmonies, etc. Bah, très Maiden, hein, dans l'esprit évidemment. Et ils vont enfoncer le clou parce que 2023, ils assurent un petit peu leur statut en attendant non, mais en fait on n'est pas venu pour rigoler, avec Reign of the Reaper. Voilà, un sans faute. Je crois que même que cet album-là était mieux noté que celui de 2020, qui pourtant à moi était une claque. Mais c'est vrai que des fois il est un peu cliché par endroit. Après, bon bah quand on écoute ce genre de zik, c'est un petit peu ce à quoi on s'attend quand même. Le dernier album est excellent. Je vous encourage à aller voir tous les clips. Alors, dans les underrated, si c'est la première fois que vous venez sur ce format, bah déjà bienvenue. C'est comme chez toi, d'accord? Il y a de l'eau au robinet. Et puis l'idée c'est que j'aime bien mettre des passages, soit des passages de song, soit des lives, des playthroughs, etc. Bon, évidemment on se fait striker 3 fois sur 4, donc je vais essayer cette fois-ci une autre stratégie en mettant que des passages live ou des petits morceaux, soit d'interviews ou des petites démos de YouTube, etc. On va voir, je promets rien, en tout cas je vous encourage à aller voir ces 2 albums. Et n'hésitez pas à commencer par celui-là, moi je trouve qu'il est pas mal. Ou si vous voulez avoir un effort un petit peu plus jeune, bah, comme je vous l'ai dit, hein, l'album de 2017, Crowning of the Fire King, était vraiment très intéressant. Et en plus la prod était au niveau. Pour moi la prod est encore mieux sur les 2 derniers, celui-ci et celui d'après. Là vraiment il y a les moyens, on sent que la prod est moderne, mais en même temps ça dénature pas le style. Pour moi, banger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas ce groupe et si c'est un peu votre kiff. Hein. Pour moi, j'ai aussi commencé avec cet album et ce groupe parce que pour moi il est très accessible. On est vraiment sur quelque chose bourré de mélodies, du chant clair, tranquillou, beaucoup de qualité, la prod au niveau, enfin bref, tout ce qui est tout ce qu'on aimerait pour faire découvrir des groupes à tout le monde, quelque chose vraiment accessible sans avoir le côté forcément mainstream ou cliché. Hein. Pour moi, ils ont des choses à raconter et c'est quelque chose de très intéressant. En plus, l'univers visuel des pochettes est ultra cool. On est quand même sur de la fantasy, très intéressant. Et voilà. Alors, on va passer sur un deuxième groupe et là, je n'ai rien à vous montrer pour la bonne raison que c'est un groupe américain et il est probablement pas importé du tout chez nous. Je crois qu'il y a quand même une référence sur Amazon, mais même pas sûr. Et encore, je crois que ça doit être genre l'album est à 40 ou 50 balles avec plein de frais de port. Enfin, le classico. Je ne suis pas arrivé à m'en procurer pour le moment, mais ça ne saurait tarder parce que là, je vous parle d'un groupe qui a intégré mes playlists. Ça fait plus de 10 ans que j'en écoute. C'est un groupe qui j'ai découvert bêtement, je crois à l'époque sur Deezer, en mode artiste similaire, etc. Vous savez, quand vous écoutez la blinde de quelque chose, vous connaissez évidemment mon amour pour Zakk Wylde, mais là, quoi qu'il y a quand même une petite patte Zakk Wylde dans le groupe, mais c'est surtout Dimebag, le côté Texas, le côté power metal, groove metal. Donc on va parler déjà d'un groupe qui s'appelle Texas Hippie Coalition, et alors rien que le nom est fantastique, ça vaudrait un t-shirt, un tatouage, je sais pas quoi, mais bon bah là on est dans le cliché pur et dur. Fried chicken inside my burger. On va pas se mentir, on va pas se mettre les petites œillères. Là on est sur des gros ricains et en plus pour le coup le chanteur c'est vraiment l'espèce de gros colosse avec un beat comme as, la big barbe, les chapeaux de cow-boy et tout. On est dans le Southern Spirit à crever. Tu sens les mecs qui ont commencé en jouant à des barbecues ou ce genre de trucs. Ils s'en cachent pas, ils en jouent, ils en surjouent. C'est tout ce qu'on aime. Du power, mais plutôt dans le côté groovy, quelque chose qui tabasse un peu à la Down, un peu Damage Plan, et évidemment Pantera. Moi je les ai découverts aussi parce qu'à l'époque, c'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont changé énormément de line-up, mais alors on dirait vraiment qu'ils changent tous les mois.
Ils avaient des guitaristes qui jouaient sur Dean et qui jouaient sur des ML, des Razorback, etc. Ils ont jamais caché leur amour à Dime. D'ailleurs, dans leur studio d'enregistrement, leur truc de répète, il y a des photos de Dime et tout. Ils sont du Texas. C'est vraiment le groupe que tu as envie d'emmener avec toi en tournée en première partie parce qu'ils ont l'air super fun à pas se prendre la tête. Les clips sont ultra clichés, il y a des bagnoles, il y a des demoiselles assez peu vêtues, il y a du striptease, le classico de ce qu'on attend de ce genre, tout simplement. C'est un groupe qui a été créé en 2004. Pour moi, il y a eu vraiment une explosion en 2012 et là ils ont commencé même à rentrer dans des charts vraiment assez ouf. Ça veut dire qu'ils ont été classés quand même dans le Billboard US pour cet album en 2012 avec le single Turn It Up qui justement qui a tourné des masses et des masses chez moi en soirée, etc., qui est dans mes playlists road trip, tout ce que tu veux. Le clip est nanar as fuck, c'est pareil, il y a une espèce d'histoire de stripteaseuses, de bullies qui veulent essayer d'emmerder les stripteaseuses et à la fin elles se barrent. Enfin, c'est un cliché un peu étrange. L'album Peacemaker va commencer à les faire connaître, surtout aux US. Là, ils vont commencer à tourner pas mal, même si ça reste surtout le sud des États-Unis, parce que c'est vraiment dans l'esprit Southern, bien redneck quand même. Hein. Encore une fois, il faut bien le dire. Les albums sont un peu inégaux même. Je trouve qu'il y a des fois un peu de remplissage. C'est très sympa quand même à écouter, surtout sur la route. Hein, je l'ai dit, c'est quelque chose que je case assez souvent dans mes playlists, dans mes road trips, etc. Pour moi, Texas Hippie Coalition, c'est vraiment la zik bien ricaine que tu mets avec tes potes, justement pour un gueuleton, pour boire une bière, pour raconter des conneries et être un peu bas du front, tu vois. C'est assumé, je pense pas que c'est une insulte au groupe de dire ça. Le chanteur, c'est Big Dad Rich, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le gros mastoc avec les gilets en cuir, les gants en cuir un peu étrange. Ils ont toute la panoplie du gros rock metal US. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des solos très intéressants, encore une fois, très typé Dime, très typé Zach sur certains passages. Ça réinvente pas la roue, comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà fan de Black Label, de Pantera, d'Image Plan, de ce genre de groupe, aussi, on peut évidemment citer le groupe de Vinnie Paul, Allié. Il y a vraiment des ambiances que vous allez retrouver. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. J'aime bien l'album, donc comme je vous l'ai dit, Peacemaker qui les a fait bien connaître. Après, je vais retrouver le nom parce que c'est Eye in the Saddle de 2019 qui est pas mal du tout. Et je crois que le dernier c'est The Name Lives en 2023. J'ai trouvé que ça s'était un peu amélioré niveau prod, il y avait un petit peu moins de déchets dans les chansons et tout. Ça se met tranquillou sur une playlist en faisant autre chose. Je sais pas si ça nécessite une écoute vraiment très attentive, mais vous allez passer un bon moment, vous allez remuer la tête. Voilà. J'ai envie de dire quelque part que ça va pas pisser loin, mais en même temps, c'est quelque chose que je les ai tellement écoutés que je pense que c'est un peu plus malin et un peu mieux foutu que ce que je veux bien le dire, parce que tout simplement c'est agréable, c'est de la musique pas prise de tête, t'as envie de t'acheter un pick-up et de manger des ribs quand tu les écoutes. J'imagine que ça veut dire que le contrat il est rempli. Je vous laisse avec un live, j'ai eu énormément de mal à trouver un live un peu correct à vous donner. Je vous encourage plutôt à les écouter en album, parce que du coup, ce sera un petit peu plus représentatif. Voilà, donc Texas Hippie Coalition, préparez-vous un gros verre de Dr Pepper ou une bière pas forte et mettez-vous dans l'ambiance. En plus, voilà, j'ai mis mon petit jersey des Buccaneers en mode full US, donc voilà.
Ouais, j'espère que vous avez aimé Texas Hippie Coalition. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe à part. C'est, il y a pas énormément de groupes comme ça, encore moins par chez nous, j'ai envie de dire. Mais ça existe, ça existe. Il faut creuser un petit peu. C'est un style que j'aime bien. Ce rock fort énergique comme ça, un peu boosté au V8 là. Je trouve que c'est très agréable, pas prise de tête. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Alors maintenant, on va passer un peu le gros morceau de la vidéo. J'ai hésité à en parler parce que plus j'ai creusé et plus je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à dire. Ça aurait presque mérité un épisode spécial avec uniquement sur lui en fait. Parce que c'est vous allez le voir, c'est une personnalité vraiment en question qui marque le groupe, sa carrière solo et des super groupes auxquels il a participé. On va parler de l'ami Ted Nugent, Uncle Ted. Alors moi je l'ai découvert avec ce vinyle évidemment, collection privée de mon petit papa que je salue là-haut. Qui m'a transmis un petit peu cet amour du rock'n'roll, un peu le rock'n'roll qui sent sous les bras, le rock'n'roll qui a une grande gueule, le rock'n'roll qui s'en fout des règles et qui s'en fout de tout, des opinions des autres, etc. Alors je sais que c'est très très clivant parce que Ted Nugent, s'il y a bien un truc qu'il a jamais su faire dans sa vie, c'est bien fermer sa gueule. Et alors oui, je pense qu'on peut retrouver des déclarations de tout et n'importe quoi, et surtout de n'importe quoi, parce que là on est vraiment sur une des grandes gueules du rock'n'roll qui a été vachement oubliée, je trouve. C'est quelqu'un qui était très influent entre guillemets dans les années 80, qui avait vraiment, c'était vraiment une rockstar quoi, une putain de rockstar qui faisait des tournées de fou, qui remplissait des stades. Il avait un jeu très très particulier, enfin il l'a toujours d'ailleurs parce qu'il est encore vivant à l'heure actuelle. On l'entend de nos jours plus pour ses frasques et puis pour ses déclarations entre guillemets choc, même si j'ai l'impression que c'est plus une manière de dire non mais regardez je suis encore vivant qu'autre chose. Mais il fait plus beaucoup de dates et pareil il quitte rarement le vrai gros sud des États-Unis dans des endroits plutôt pareil vraiment typé redneck et tout. Il s'est engagé pour la NRA, donc pour le soutien des armes. Vous pouvez le voir partout, il est quasiment toujours habillé en camouflage nanar. Je vous ai trouvé des vidéos marquées, pépites, là, fantastique. Vous le voyez shreddé comme un débile, habillé en short camo et avec des crocs en camo. Et ça rien que ça méritait une vidéo à lui tout seul. Je vous ai trouvé d'autres extraits complètement cons. Et ça c'est magnifique. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un professeur foldingue qui puisse vous expliquer la science, j'ai découvert une vidéo pseudo-scientifique où c'est Ted Nugent qui vous parle du sustain, de ses HP, comment il arrive à avoir du sustain, quel est le traitement du son dans un ampli. Enfin, je vais vous mettre un extrait parce que c'est complètement nanar et puis c'est assez inattendu, mais c'est forcément irrésistible. Hey, Ted Nugent. Can I have your autograph, dude? Yeah, sure. How'd you get in here? My third cousin's the janitor. Thought I recognized the resemblance. Like, how do you get your guitar to make that screaming sound? Feedback! The bane of parents everywhere. Plain and simple, kid, it's physics. Huh? No, physics. You see, my vacuous friend, physics is the science of matter and energy, and of the interreactions between them. In the case of my guitar, the almighty Whackmaster, the energy ultimately transforms into sound waves of extreme volume and exquisite tone. Whoa. And I love it. Loop. And each reamplified note happens a little later, creating a time delay effect. This is feedback, and I love it.
You know what happens when you stick a microphone up to a speaker? Sorry, man. But if I strike just one or two notes on my guitar, I use just a few frequencies, and I can control it. Watch me. By increasing the volume or by changing the distance relationship between my guitar and the speakers, I can manipulate the tone to create a stranglehold baby. Bon bah voilà, Uncle Ted, il a 77 ans maintenant, c'est du rock and roll vraiment à papa entre guillemets, même si il y a plein de choses très intéressantes. On a un peu oublié que il avait un peu révolutionné, ça serait vraiment un grand mot quand même, mais il a été une figure marquante en tout cas des années 70 et 80 dans le milieu de la guitare, du hard rock mais pas que. Allez checker le live Gonzo, je pense que c'est vraiment une bonne représentation de ce qu'il était capable de faire à l'époque. Il a commencé dans le groupe des Unboy Dukes donc de 63 jusqu'à sa carrière solo de 1975. Là, il a vraiment explosé à son nom propre, donc Ted Nugent, vraiment tout simple, mais sinon on a même eu une période Ted Nugent et les Unboy Dukes. C'était vraiment du rock, ça s'est plus ou moins hardifié au fur et à mesure, puis vu que c'était quand même lui qui portait le groupe avec un peu son charisme, etc. Il est vite tourné en mode solo. Il était assez impressionnant au niveau de son jeu parce qu'il est ultra énergique, il courait partout, c'était un peu un gros dingo. C'était un peu le fou du bus déjà à l'époque. C'est devenu complètement un vieux tonton raciste simulator. On va pas se le cacher non plus. Ça reste quand même assez fun. J'ai vu des vidéos récentes, il joue encore très très bien. Il a gardé cette touche un petit peu, ce côté très rythmique. En fait, ses leads sont très inspirés rythmiques. C'est un petit peu bizarre à dire, mais c'est assez intéressant. J'ai vu qu'il avait même, il y avait une de ses musiques qui avait été utilisée dans un des épisodes de la dernière saison de Stranger Things, donc peut-être que ça va lui redonner un regain de popularité, même si au vu de ses sorties politiques critiquables, je suis pas sûr que ce soit vraiment la nouvelle star de demain repêchée des abysses de la notoriété. Vous allez voir, moi franchement c'est un gars qui m'a marqué, je vous l'ai dit, j'ai chopé le 33 tours de mon papa, donc c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt. Il y a plein de chansons que j'adore, moi une de mes chansons préférées c'est Just What the Doctor Orders, et je trouve que c'est vraiment elle résume assez bien ce côté assez rythmique avec un riff simple mais qui va vous rester en tête, et puis des petites parties lead vraiment hard rock à l'ancienne. Il est super intéressant au niveau matos aussi parce que il joue quand même du hard rock sur une guitare qui est à la base pas du tout prévue pour ça. On est sur une guitare vraiment jazz, la Birdland, qui est maintenant très très difficile à trouver. Même lui, il en a je crois une dizaine voire une quinzaine maintenant. Pour la petite anecdote à la con, il est tellement ricain et redneck dans l'âme qu'il marque au fer rouge sa guitare. Cette anecdote rien que ça, c'est incroyable. Donc il leur donne des numéros et puis il les marque au fer rouge. Donc la guitare, c'est des guitarres fin des années 60, donc 67, 68, 69 généralement les Birdland. Et tu vois des grosses marques de fer rouge dégueulasses dessus. Pourquoi pas. En fait le son cracra rythmique hard rock qu'il a depuis ses débuts viennent en partie de la guitare qu'il utilise. Alors je sais pas vraiment pourquoi il a choisi celle-là, mais visiblement il a eu un coup de cœur parce qu'il l'a quand même mené à bien quasiment toute sa carrière. Vous allez voir, j'ai découvert des choses assez intéressantes pour ma part sur sa carrière. C'est qu'à un moment de sa carrière, il a été endorsé chez PRS. Alors c'est un peu folie. Alors évidemment une PRS nanarde, il l'a fait couleur zébra / camouflage / fauve bizarre, parce que pourquoi pas, parce que c'était notre jeune, j'imagine. Ça va donner des bonnes anecdotes. Je vais vous parler d'un groupe en particulier auquel il a participé, qui est un groupe totalement oublié de nos jours et qui moi m'a beaucoup marqué. En fait je l'ai même plus écouté ce groupe que la carrière solo de Ted Nugent, qui s'appelle Damn Yankees. Donc tu vois, c'est pareil, le côté ricain fou et puis très typique Amérique du Sud, États-Unis Southern plutôt. Il est assumé depuis le début puisqu'il y a Yankees dans le nom. Ces deux albums de
hard FM, mais genre vraiment hard FM, de la balade toutes les 2 chansons. C'était un super groupe qui a été créé à l'époque. Alors c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui des groupes fabriqués entre guillemets, puisqu'en fait c'est un producteur qui s'est dit ah mais là il y a plein de gens connus qui sont un petit peu en perte de vitesse, mais qui sont quand même des putains de rockstars. Et si on les mettait tous ensemble et qu'on les mettait dans un studio et qu'on leur faisait faire un album tous ensemble, allez go. Donc vous avez plein de groupes de hard un petit peu, alors on va dire la vérité, un petit peu nanard de l'époque. Et pourtant vous savez que je suis un méga fan de air metal, de hard FM, etc., de AOR et tout. Donc je dis ça avec toute la bienveillance qu'il se doit, puisqu'il y a un membre de Night Ranger qui est pareil, un groupe, excusez-moi de l'expression, mais un groupe à nénette, un petit peu, forcément beaucoup de balades, du hard avec des voix très aiguës, des petites balades toutes gentillettes, vraiment pas quelque chose de subversif ni rien. Donc Damn Yankees, ils vont le créer dans la meilleure année, puisque c'est l'année de naissance du tonton, en 1989. Moi j'ai vraiment adoré creuser un petit peu l'histoire de ce groupe. Donc ça a été créé par le producteur donc John David Kalodner. Il faudrait qu'on fasse un petit épisode sur lui, parce qu'en fait ce monsieur Kalodner, c'est un producteur américain qui a vraiment changé des carrières. Il a vraiment repêché des artistes qui étaient un peu à bout de souffle et il leur a redonné vraiment un gros coup de pied au cul. C'est lui notamment qui est responsable de l'album Pump d'Aerosmith, qui était un petit peu en train de se casser la gueule. C'est lui qui a eu encore une fois l'idée de fabriquer un super groupe en alliant Jimmy Page et David Coverdale. Ça, il va falloir que je vous parle de cet album solo. Je sais même pas s'il n'y en a pas eu 2. Enfin, il y a un album solo, même s'ils sont 2. Mais ce partenariat David Coverdale, Jimmy Page, l'album, il est fantastique. Moi, c'est un album que j'écoute très, très souvent. C'est lui aussi qui a sorti des abysses Sammy Hagar, qui avait pas forcément qui était parti dans des albums très, très nanars, avec des pochettes très douteuses. Je crois que je vais vous mettre un petit insert parce que j'en ai une en tête. Il faut arriver à se la farcir. Et c'est pareil, hein, il y a des chansons. Il faut s'écouter l'album de bout en bout, il faut avoir le moral. Donc il va nous chercher un membre de Styx, pareil, un groupe qui a vachement disparu alors qui remplissait des stades à l'époque. Donc là c'était Tony Shaw du groupe Styx, et puis Jack Blades, donc de Night Rangers. Et ils ont été chercher un certain Michael Cartellone, batteur de son état, puisque depuis 1999 il est batteur de Lynyrd Skynyrd, un de mes groupes fétiches. Donc monsieur a tourné avec pas mal de choses, avec pas mal de gens, avec pas mal de légendes, je dirais même, puisque alors dans ce que j'ai pu retrouver, j'ai pas réussi à trouver les chansons vraiment, j'ai pas su pinpoint la chanson en question, parce que je pense que c'est que sur un ou deux titres, mais il a bossé avec Freddie Mercury déjà pour enregistrer des petites parties quand il sortait des chansons qui n'étaient pas dans Queen, notamment. Alors je voulais noter quelque part parce que je me dis que c'est quand même un petit peu assez intéressant. En 92, il y a un album qui s'appelle The Great Pretender qui sort, avec une compile de plein de titres de Mercury en dehors de Queen, avec des duos avec Montserrat Caballé, etc. Barcelona notamment, et plein de trucs. Je crois qu'il a peut-être participé aussi à Innuendo, enfin à des productions un petit peu différentes de Freddie Mercury. Et il y avait ce batteur, Michael Cartellone. Il a joué aussi bizarrement dans un groupe vraiment plus heavy qu'autre chose, qui s'appelle Accept, hein, avec notre bon vieux Udo. Donc on s'attend pas forcément à le voir là, parce qu'il joue quand même plutôt et généralement avec des trucs un peu plus soft. Il a tourné notamment avec John Fogerty de bon vieux Creedence Clearwater Revival. Bref, quelqu'un qui a su un peu évoluer. Il a même joué avec Cher, je crois, en live, donc ça c'est drôle. Donc voilà, ils ont mis un petit peu ces quatre là et ils se sont dit on va les présenter, on va voir s'ils savent faire de la musique ensemble. Et franchement, c'est un marché de ouf. Donc en 1990, ils sortent leur premier album, donc Damn Yankees. Je crois que c'est l'album titre, hein, tout simplement, ouais. Donc c'est celui-ci qui est vraiment super cool, très hard rock gentillé entre guillemets. Il y a une balade qui va tout péter sur son chemin. Apparemment à MTV on n'écoutait plus que ça, sur les radios on n'entendait plus que ça. C'est High Enough qui est la chanson la plus connue du groupe, qui est vraiment la grosse balade avec des envolées lyriques. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très significatif de la période fin années 80-90. C'est quelque chose de très Los Angeles, paillettes, et puis forcément tous les clichés, les grosses moumoutes, les habits très féminins, etc. Vraiment très significatif de la période. Là on est pourtant du coup 90, et après le deuxième album sorti en 92 de Don't Tread, qui est très bien aussi.
Je trouve qu'il est peut-être même un peu plus intéressant parce que ils ont creusé un petit peu. J'allais pas dire d'autres styles parce qu'il reste quand même dans le délire. Et puis il y a encore une chanson qui a vraiment beaucoup marché qui s'appelle Come Again, qui est probablement la deuxième chanson la plus connue du groupe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et ils ont été exécutés, j'ai envie de dire, puisque en 92 il se passe des petites choses. En 92 c'est l'avènement du grunge et donc tout le monde se dit voilà tout ce genre de groupe avec les permanentes, le maquillage, etc. Une balade toutes les 2 chansons, c'est la mort de ce style, hein, clairement, même s'il y aura des petits revivals par-ci par-là, mais encore une chose que le grunge aura tué. Donc moi j'aime beaucoup Damn Yankees, c'est pareil, il faut garder à l'esprit que c'est très gentil. Le talent de Ted Nugent est toujours palpable parce qu'on a quand même des leads toujours très intéressants qui sortent un petit peu de son hard rock cracra habituel. Donc on voit que c'est un peu plus produit et puis forcément un peu aseptisé. Hein. Il a gagné plein de thunes avec ça, il faut se le dire. Et c'est pendant cette période-là notamment qu'il va être endorsé par PRS. C'est comme ça que je reviens à nos moutons. Je vais vous mettre des photos. J'ai eu du mal à trouver des modèles. Il y en a par-ci par-là qui traînent, mais c'est très difficile à trouver, même ne serait-ce que des photos d'époque. Et là, je vous ai trouvé the deuxième extrait fantastique que je voulais absolument vous passer. Il a été invité à un NAMM, donc pour ceux qui ne sauraient pas, le NAMM c'est vraiment le gros salon de la guitare qui a lieu à Los Angeles tous les ans. Et il a été invité sur le stand PRS qui souvent organise un jam à peu près tous les ans. Et donc vous voyez, donc vous allez voir Ted Nugent qui arrive, qui va jouer comme ça sur une custom à la con. Et ils ont eu le malheur de lui donner un micro et donc il raconte n'importe quoi. Et tu vois Paul Red Smith qui est derrière et qui est comme ça, littéralement comme ça, et qui dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai invité, je suis trop con. Et tu vois au bout de 4 secondes il regrette déjà. Et quand il va commencer à jouer, déjà il va jouer comme un ours avec un son enculé. Et tu vois Paul Red Smith, il va passer son temps pendant le morceau à aller à la console et à essayer de baisser tout ce qu'il peut. J'ai trouvé cet extrait énorme. Donc voilà, je vous mets ça tout de suite. All right, this is for you that need the spirit. This is for you that need to show. Now watch closely. This is a NAMM, the new music merchants. Whoa. We got all the bad motherfucking guitar players out there. Whoa. They got some whoa, motherfuckers. Yeah, I'll tell you what. Go ahead, walk the floor of NAMM. I want all of you to go forth, walk the floor of NAMM. And if you can find a guitar player that can do this, I'll get a spotlight on CBS television and I'll suck your dick. Donc voilà, Ted Nugent, une légende oubliée, hein, probablement enterrée plus par ses propres phrases que par autre chose, mais je trouve ça ouf qu'on ait un petit peu oublié dans l'histoire du rock tout ce qu'il a fait, hein, la chanson Strangerhold, c'est vraiment mythique, hein, même si évidemment un poil longué quand même, mais pour l'époque c'est quand même à souligner, parce qu'on a rarement des morceaux comme ça de 7-8 minutes et qui sont encore plus rallongés en live. C'est quelque chose qui sort un petit peu de l'habitude. Donc je vous encourage quand même à aller jeter une oreille sur quelques disques. Là je vous ai pris le petit coffret. Si un jour vous voulez un petit peu découvrir, voilà. Alors, en plus il y a toujours des pochettes incroyables.
Il y a ce petit coffret sur Amazon qui doit coûter 20 balles. Je pense que c'est un bon pied dans la légende, entre guillemets, celui-là, le fameux Catch Scratch Fever, avec derrière les griffures dans le dos. Bon c'est des morceaux qui ont marqué quand même leur époque, hein. Je comprends pourquoi Lemmy l'a repris, même Pantera en live l'ont repris à l'époque. Celui-ci, je trouve un peu plus dispensable, Free for All, il est un petit peu moins rigolo, mais il y a vraiment des albums très cool. Quoi vous conseiller, un peu de tout. À la limite, je pense que c'est quand même... je suis désolé pour les giga fans qui vont peut-être crier au sacrilège, mais c'est quand même plutôt un genre de groupe qu'on découvre en best-of. Hein. Je suis désolé, mais il y a quand même un petit peu de remplissage. Mais par contre, il y a des petites pépites à aller voir par-ci par-là, comme je vous ai dit. Checkez peut-être le live, parce que le live, c'est quand même là où Ted Nugent a son super pouvoir. C'est là où il hypnotise les foules en courant un peu partout et en jouant comme un enfoiré. Donc voilà, je suis content un petit peu de reparler de Tonton Ted, même si comme je vous l'ai dit, c'est Tonton Raciste Simulator. Vous savez qu'il va être là au repas de famille. Vous savez déjà que vous allez souffler très fort à certains moments, mais en même temps, vous avez de la tendresse pour ce gars parce que c'est votre tonton, voilà. Et pareil. On va finir par le groupe d'extrême dont je voulais vous parler parce que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi sur le tard. Hein. Ici, pas de mensonge. Hein. On fait pas les vieux gars des forums. Oui, mais moi j'étais là depuis le début, moi monsieur. Moi j'achetais les cassettes audio. Oui, c'est arrivé, mais pas pour ce groupe. Donc là, je vais vous parler. Alors, si je veux bien retrouver l'album. De Nécrophobique, voilà. Rien que dans le nom, vous vous attendez déjà à toute la poésie et l'amour possible. Et oui, clairement, vous allez être servi. Encore une fois, ça nous vient de Suède parce que vous savez que, je sais pas, vu qu'ils ont très très froid, ils sont très en colère. Je ne sais pas ce qui explique cette débauche de black et de death metal. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Dans leur culture, même si il y a eu des appropriations culturelles, notamment religieuses, qui ont probablement fort marqué le pays. Il y a des livres sur le sujet. J'ai notamment le bouquin de Camion Blanc, Les Seigneurs du Chaos, qui explique aussi un petit peu le mood de l'époque, où visiblement il y en avait pas un pour rattraper l'autre, et où c'était un petit peu celui qui allait encore pousser le bouchon un petit peu plus loin. Donc, tout simplement, Nécrophobique, le nom il vient déjà d'une chanson de Slayer, ça vous donne déjà un petit peu l'état d'esprit du bonhomme. Ça a été créé aussi en 89, voilà, 89, l'année magique. Pour moi, le early carrière, pareil, alors là, tous les puristes me flinguent, rafale de Kalash, tout ce que tu veux. Cette fois-ci, on te ratera pas, Robert. On va pas te rater, mon pote. Allez, salut. Au revoir. Je trouve que de 89 jusqu'au début, jusque 2009-2010, c'est encore très très basique, c'est fort cliché. On a évidemment les corpse paint, il y a du bon, hein, mais c'est beaucoup de violence pour entre guillemets pas grand chose. Pour moi, là déjà en 2009, ils sortent l'album Death to All. Là, déjà rien que le titre, il est un peu cliché, il faut dire ce qu'il est, mais là tu sens le potentiel, tu dis ah ouais non, en fait ils ont quand même des choses à raconter, ils savent jouer, ce qui est pas toujours le cas. Enfin, ça aussi c'est un petit peu, je voulais en parler et je voulais mettre toujours un groupe d'extrêmes parce que on a tendance à se méprendre un petit peu sur l'extrême, surtout quand on fait pas partie du milieu ou qu'on n'a pas entre guillemets eu le temps de creuser un peu la question. On se dit ouais c'est beaucoup de bruit. Ouais, mais en fait, je vais vous mettre justement, j'ai trouvé un extrait d'un playthrough guitare. Faut avoir déjà une sacrée main droite, mais alors genre vraiment à toute épreuve.
là, je pense que ton canal carpien, il t'aime pas. Et puis là, dans ce groupe, c'est ce que j'aime aussi, c'est que plus leur carrière avance, surtout à partir de 2009, il va y avoir de la mélodie, il va y avoir de la composition vraiment chiadée, pas juste des blast beats un peu partout et on remplit avec ce qu'on peut et puis de temps en temps on gueule comme des gorées. Je trouve que ça va vraiment plus loin que ça, pardon. Et pour moi, le point de pivot du groupe, c'est vraiment l'arrivée en 2014 d'Understrokirk. Je l'ai sûrement très mal prononcé, mais là, ça donne vraiment un second souffle au groupe. On l'a dit, hein, quand il y a des nouveaux membres, c'est surtout ça redonne un coup de fouet un petit peu à l'ensemble. En 2016, ils se disent qu'il est temps, c'est en gros maintenant ou jamais. Et là, ils font revenir les deux anciens guitaristes. Je crois que c'est les deux membres fondateurs. Qui reviennent aux guitares et là, alors là, ça y est, tu sens que là ils ont trouvé leur vitesse de croisière. Ils sortent en 2017 l'album l'EP Pest. Et alors là, tu vois, écoute Death to All de 2009 et écoute Pest de 2017 et t'as l'impression limite que c'est pas le même groupe tellement c'est devenu beaucoup plus pro et que tu sens que ils jouent leur va-tout, ils veulent, c'est en gros maintenant ou jamais et ce sera maintenant parce que là après ça va enchaîner les bangers mais un truc de fou. Pour moi, le meilleur album c'est 2018, Mark of the Necrogram. Je suis même étonné, je pensais même que c'était celui que j'avais acheté, mais visiblement j'avais pas dû le trouver à l'époque, je l'ai acheté pendant un live et c'était déjà l'album d'après, donc celui que je viens de vous montrer, celui de 2020, Dawn of the Damned, qui est dans la même lignée. Pour moi, c'est vraiment deux albums, c'est un diptyque pour moi. Attention, j'ai pas dit dick pic, hein, j'ai dit un diptyque. C'est signé chez Century Media, ça a énormément de choses à raconter, évidemment l'imagerie classique Black Death à l'ancienne, avec des pentacles dans tous les coins, des petites chèvres, des boucs, tout ce que tu veux. Mais tout en étant dans le cliché, je trouve que c'est un petit vent frais de mélodie, de bonne production, de trucs bien foutus tout simplement. Donc voilà, 2018, Mark of the Necrogram. Je pense qu'il faut que vous allez écouter cet album. Alors c'est la violence. Si jamais vous écoutez ça en voiture, attention aux excès de vitesse. Pour moi, c'est vraiment, faut être dans le mood. C'est pas un truc que j'écoute tous les jours, mais par contre quand j'y suis, je trouve que c'est vraiment des maîtres. Ils sont exceptionnels. En 2024. Ils sortent In the Twilight Grey, qui est le dernier album, et je trouve un peu trop surproduit. Je trouve justement que ils ont un peu touché à la magie du diptyque, et il me plaît un peu moins. Alors après, il y a de très bonnes chansons dedans aussi, mais j'espère qu'ils vont revenir un petit peu à Necrogram et à Dawn of the Damned, parce que pour moi, ils avaient trouvé le bon ratio violence, mélodie, prod. Et je pense que là, ils ont un peu essayé d'autres choses. Après, c'est toujours bien aussi pour un groupe de pas stagner, mais ça m'a un petit peu moins convaincu. Je vais vous laisser, donc on a écouté le playthrough normalement tout à l'heure si j'ai fait le montage correctement, et je vais vous mettre un live en Roumanie où tu sens que le groupe a un potentiel de ouf. J'ai réussi à trouver un live où le son n'est pas exécrable, ce qui est pas toujours gagné quand on parle de groupes d'extrême.
Donc voilà, j'espère que ça a été une belle découverte pour vous, ces 4 groupes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, déjà à me conseiller vos groupes qui sont pour vous très très surestimés, parce que c'est aussi le but, c'est d'être dans l'échange. Et puis j'aime bien ce format, moi. Le matin, je me lève, je vais fouiller mes petites armoires à CD, et je me dis ah mais ça, souvent quand j'en parle à des gars et tout, ils connaissent pas. Je vais présenter ça au loulou, et puis voilà, nous y voilà. Donc j'espère que le test aura été concluant, que je suis baigné d'une lumière incroyable et qu'on me voit en haute qualité et que le son n'est pas horrible pour une fois. Enfin pour une fois, il faut dire qu'on a quand même fait des sacrés progrès depuis un an et demi maintenant de chaîne. Et voilà, je voulais vous remercier pour la fidélité, hein, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de prochaines vidéos, etc. Vous savez bien qu'on aime bien alterner les tests, les moments papotes, les moments où on parle de groupe. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur la chaîne, qu'on n'ait pas toujours le même type de vidéo. Je vais probablement quand même mettre un petit peu plus de vidéos papotes dans les prochaines semaines, parce que j'aimerais bien rebosser bien ma gratte, parce que là ça fait quelques temps que je l'ai un peu délaissé. Et puis pour vous donner des tests de qualité, il faut forcément travailler un peu son instru quand même. Bon allez, on a déjà que trop parlé, j'ai aucune idée de combien de temps cette vidéo va durer. J'espère que ça vous a plu, c'était Tonton Hunter. Ciao.